En 2016, j'avais fait un ouvrage sur Donald Trump qui s'appelait « Trump, l'onde de choc populiste », qui visait à comprendre les ressorts de son ascension et comment il pouvait éventuellement être élu, puisque le livre a été publié avant l'élection de novembre 2016. Et cette fois, j'avais envie d'avoir un regard un petit peu plus catégoriel sur la présidence Trump, en analysant cette présidence au prisme du genre. Et je me suis rendu compte que c'était assez systémique, puisque à la fois la politique intérieure, la politique étrangère et la communication, le style de Donald Trump, pouvaient être analysés par le prisme de la masculinité hégémonique, puisque dans le projet de Trump, il y a l'idée de réhabiliter, de réinstaurer un pouvoir patriarcal. En fait, que ce soit dans sa politique étrangère ou dans sa politique intérieure, Trump s'adresse à ceux que le sociologue américain Michael Kimmel a appelé les « angry white men », les hommes blancs en colère, c'est-à-dire une petite partie des hommes blancs américains qui ont du mal avec l'égalité entre les femmes et les hommes, ont du mal avec le multiculturalisme, qui n'ont jamais accepté d'avoir un président noir à la Maison Blanche. Et on sait que sexisme et racisme se rencontrent, obéissent à des logiques similaires. Et finalement, Trump leur fait une promesse qui est de restaurer une Amérique fermée sur elle-même, sur un plan identitaire, donc racial, genré, économique. Une Amérique finalement des années 50, du début des années 50, où l'homme blanc avait tous les privilèges et tous les pouvoirs. Ça se voit en particulier dans l'iconographie de Trump, puisque même quand il signe des décrets pour remettre en cause la régulation environnementale, il va s'entourer d'hommes blancs sur les photographies, sur les vidéos, parce que, par exemple, la réhabilitation de l'exploitation des énergies fossiles, c'est la réhabilitation d'un emploi masculin blanc traditionnel, c'est-à-dire travail manuel dans les mines ou dans les usines, où on prend des risques sur sa santé, mais on contrôle la nature, on exploite l'environnement et ça participe de la préservation d'un certain patriarcat. Et par ailleurs, les coupes budgétaires dans la santé, dans l'éducation, dans la culture, participent de la mise en danger des emplois dits féminins, puisque ce sont ces secteurs qui emploient le plus de femmes. Et évidemment, les restrictions quant à l'accès à la contraception et à l'avortement sont présentes dans la politique de Trump. Une des mesures les plus emblématiques, c'est la possibilité pour l'ensemble des entreprises de ne plus être obligées de rembourser la contraception dans l'assurance santé permise par l'Obamacare. Dans la diplomatie de Donald Trump, il y a aussi cette question de la masculinité hégémonique. L'exemple le plus frappant, c'est la rivalité et l'escalade verbale qu'il entretient avec Kim Jong-un sur le fait que qui a le plus gros arsenal militaire, qui a le plus gros bouton nucléaire, jusqu'où chacun est-il capable d'aller dans une escalade militaire, dans une menace verbale qui peut-être nous amènera à la guerre, même si évidemment personne ne le souhaite. Et plus globalement, la politique étrangère de Trump, en discours ou en acte, parce que c'est beaucoup de l'ordre de la communication incantatoire, c'est l'idée de redonner aux États-Unis un rôle de leadership tel qu'elle l'avait peut-être pendant la guerre froide. C'est l'idée de ne pas se laisser aller à une logique de compromis, parce que là on rejoint encore une fois l'obsession anti-Obama de Trump, l'obsession de faire le contraire de son prédécesseur. Obama a été longtemps décrit par les républicains comme un homme faible, un homme qui s'excuse, presque de l'ordre du féminin dans les représentations collectives. Et donc Trump veut donner l'image d'un chef autoritaire, combatif, qui ne craint pas l'adversité, et ça isole beaucoup les États-Unis sur la scène internationale. On le voit avec la question environnementale, on le voit aussi avec la question de l'accord nucléaire sur l'Iran, pour lequel il n'a pas de plan B. Il dit toujours qu'il veut remettre en cause cet accord, mais il n'a pas de plan B, et donc l'isolement des États-Unis est croissant sur la scène internationale.
On a l'impression que l'opposition à Trump vient surtout de la société civile et notamment des féminismes, avec dès son investiture en janvier 2017 les immenses Women's March qui ont eu lieu aux États-Unis et dans le monde entier pour protester contre son arrivée au pouvoir, avec l'affaire de la vidéo qui est ressortie pendant sa campagne sur le fait qu'il se soit vanté d'avoir agressé sexuellement des femmes et profité de sa notoriété pour le faire. Et de plus en plus aussi, le mouvement MeToo, suite au scandale Weinstein, a réactivé ce mouvement anti-Trump qui vient des féministes. Et je dis des féministes parce qu'il y a plusieurs mouvements féministes aux États-Unis comme d'ailleurs en France. Et tout le défi de ces mouvements va être de s'unifier et de rassembler d'autres causes, d'autres combats, comme la lutte contre le racisme, comme le combat pour la préservation de l'environnement, les droits des LGBT, mais aussi la limitation du port d'armes, reprendre aussi les revendications du mouvement Occupy Wall Street. En fait, l'élection de Trump, c'est évidemment un défi pour les défenseurs des droits des femmes, pour les gens qui combattent contre le racisme, mais c'est aussi une opportunité pour penser ces combats-là en termes véritablement politiques et électoraux. Et donc finalement ça peut être un mal pour un bien, l'élection de Trump, ça permet de rebattre les cartes de la gauche américaine et de pouvoir porter un message auprès du Parti démocrate. Parce qu'il y a des combats qui se rejoignent, qui sont intersectionnels, comme on dit en sciences sociales. Par exemple, la difficulté d'accès à la contraception, à l'avortement, touche davantage les femmes défavorisées que les femmes issues de milieux aisés, parce que c'est aussi une question de territoire de vie et de pouvoir d'achat. Autre exemple, les enjeux environnementaux vont être plus néfastes pour les populations de certains États fédérés ou de certaines régions qui sont souvent plus démunies que d'autres, et donc on voit bien qu'il y a des combats et des luttes qui s'entrecroisent. Et c'est sans doute l'occasion, à partir d'un militantisme de terrain, de construire un projet politique global, général, qui peut être émancipateur pour l'ensemble des Américains, et avec un message, je crois, transversal, qui est celui de la cohésion sociale, de l'unité nationale, alors que le président Trump est le président du chaos et des clivages sociaux.